Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, chers auditeurs, ravis de vous retrouver pour cette rentrée. Et figurez-vous, c'est la 20e émission. Vraiment, voilà, c'est toujours un cap dès qu'on passe des dizaines. Donc, ravi de vous retrouver pour votre émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller. C'est sur Radio Grand Lac tous les 15 jours. La nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en lien avec le vivant autour de nous ? Et nous allons en parler aujourd'hui avec Jean-Pierre Nouzil. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sandrine, merci pour cette invitation. Ravi de vous accueillir. Avant de vous présenter Jean-Pierre, quelques petits mots. Alors je voulais vous proposer de vous imaginer assis au cœur de la forêt, avec peut-être la sensation de la chaleur du soleil sur votre peau, la brise qui fait danser les feuilles. Peut-être sentez-vous l'odeur de l'humus. L'humus, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la terre. Ça peut être une odeur légèrement humide, ou toutes les odeurs de fleurs ou d'arbres autour de vous. Peut-être êtes-vous plutôt dans un endroit sec. Et en fait, imaginez-vous que vous avez toujours évolué dans la nature. C'est comme si vous étiez à la maison. Parce que oui, l'Homo sapiens a évolué à 99,9% dans la nature. Notre physiologie, notre constitution est faite par et pour la nature. Et savez-vous qu'en 10 000 ans, notre physiologie n'a changé que de 0,005%, c'est-à-dire quasiment pas. Or, à l'heure actuelle, nous vivons plutôt dans des zones urbaines avec du stress et on n'a plus cet environnement de nature. Et ceci a vraiment un impact aussi sur notre corps, sur notre mental, sur notre émotion, sur la gestion de tout notre organisme. Les peuples premiers, ce n'était pas pour rien, leur remède, en fait, se trouvait dans la nature. Et puis, ils contemplaient, ils étudiaient les phénomènes de nature. Par exemple, ils ont bien pu observer que l'eau éteint le feu, que le vent va attiser le feu. Et si on réfléchit bien, comme nous sommes constitués de nature, on va retrouver tous ces éléments-là en nous. Si on prend les expressions, en tout cas en français, on dit bien être rouge de colère. C'est comme s'il y avait le feu en nous qui montait en fait. Le feu de la colère, vous imaginez, souvent on dit on explose comme un volcan. En fait, il y a ce feu là en nous, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors comment et pourquoi on retrouve tous ces éléments de nature dans notre corps et comment en fait on peut, rééquilibrer tout ça ? Parce que s'il y a trop de feu, il faut quand même atténuer le feu. Alors pour en parler aujourd'hui, c'est avec justement Jean-Pierre Nouzil, qui est médecin en médecine traditionnelle chinoise depuis 2000. Vous êtes formé à CEDRE, c'est le centre de recherche des médecines et d'ethnomédecine. Et grâce à la médecine chinoise, vous avez arpenté le monde dans des missions humanitaires. Et en fait, grâce à cette médecine chinoise, vous avez pu intervenir quels que soient les continents, quels que soient les climats, pour être auprès des personnes. Alors, la toute première question, Jean-Pierre, que je pose à chacun de mes invités, c'est que représente la nature pour vous ? Oui, eh bien, quand je pense à la nature, le premier mot qui me vient, c'est refuge. Parce que depuis mon enfance, depuis le début de l'adolescence, j'ai passé la plupart de mon temps dans la nature, que je vivais comme un refuge. C'est l'endroit où je me sentais en sécurité, en paix, loin du tracas de la ville et des émotions. La nature m'a toujours été pour moi une ressource qui est toujours disponible, qui est gratuite, qui est bienveillante, accueillante. Et ça n'a pas changé depuis très longtemps. Alors je passe pas 99,9 comme l'humanité dans la nature, mais presque la moitié de mon temps. Et la nature est pour moi une source d'inspiration. C'est-à-dire que j'ai toujours ressenti quand j'étais jeune que dans la nature, je contactais des parties de moi que je ne contactais pas ailleurs, que je ne contactais pas en ville. Et ça permettait de voir naître des idées, des projets. C'était vraiment une source d'inspiration. Et je me sentais complet. C'était le seul endroit, et ça l'est encore, où je me sens véritablement complet. Alors à l'époque, quand j'étais jeune, c'était un petit peu difficile à vivre, parce que pendant que mes amis jouaient au foot, moi j'étais dans la nature. Je passais un peu pour un marginal. Et puis plus tard, grâce au voyage humanitaire dont vous avez parlé, et en découvrant des cultures comme la culture amérindienne,
ou des ethnomédecines comme la médecine chinoise, eh bien, je me suis aperçu qu'en fait, ce que je ressentais dans la nature était partagé par toutes les traditions et que j'étais finalement pas si marginal. C'est juste, comme vous l'avez très bien dit, que la société moderne s'en est coupée. Tout à fait. Et effectivement, la nature, c'est un formidable lieu pour retourner en soi et laisser sa part de créativité s'exprimer. Alors, qu'est-ce que l'ethnomédecine ? Alors, l'ethnomédecine, c'est un terme générique qui regroupe à la fois les médecines traditionnelles et les médecines autochtones. Les médecines traditionnelles, c'est des médecines complètes, c'est des systèmes médicaux complets issus de traditions avec une transmission orale et un corpus important de textes. Donc, les plus connus, c'est la médecine chinoise, la médecine ayurvédique en Inde, et la médecine tibétaine. Et puis il y a les médecines autochtones qui sont aussi en transmission orale, mais qui n'ont pas de texte et qui ont développé un savoir uniquement empirique. Par exemple, la médecine amérindienne, africaine, aborigène, ou même la médecine druidique, celtique, qui est encore pratiquée de nos jours. Voilà. Et toutes ces médecines, toutes ces ethnomédecines sont en fait des médecines naturalistes inspirées par la nature, par les lois de la nature, et qui boivent toutes à la même source, qui est l'observation de la nature. Et donc, c'est des médecines qui, entre elles, peuvent très bien relationner, très bien se comprendre, parce qu'elles ont la même origine. Donc, quel lien on pourrait faire entre la médecine chinoise, puisque ça c'est votre spécialité, et la nature ? Pourquoi en fait ça résonne tellement ? Parce que la médecine chinoise est une médecine naturaliste qui s'est créée par l'observation de la nature. En fait, quand on veut observer le vivant, quand on veut observer comment la vie fonctionne, il y a deux méthodes. Soit on regarde dans un microscope, soit on sort dans la forêt, on écarquille les yeux et on observe. Alors des fois, ça c'est de l'ordre de l'anecdote, des fois d'observer la nature, on découvre des choses avant les microscopes. Par exemple, les Chinois se sont aperçus très vite que certaines personnes, quand ils urinaient, ça attirait les fourmis. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert le diabète. 1000 ans avant que le microscope le découvre. Donc l'observation de la nature peut donner des choses extrêmement précises. Alors, pourquoi en fait Parce que le fait que l'urine soit sucrée. Du coup, ça attire les fourmis. Oui. Et voilà, d'accord. Donc en fait, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par l'observation directe de la nature. Donc les Chinois, au temps de l'observation de la création de la médecine chinoise, c'est-à-dire 3000 ans minimum, n'avaient pas de microscope. Donc la seule façon de découvrir le vivant, c'était d'aller dans la forêt et d'observer. Ils ont observé. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu rapidement, en observant le fonctionnement d'un être humain et le fonctionnement de la nature, des arbres, des minéraux, que c'était la même chose. Ce que toutes les traditions savent, puisque l'homme fait partie intégrante de la nature, il n'y a aucune différence entre un être humain et la nature, on en fait partie. Et donc, en observant et en écarquillant les yeux, ils ont vu que quand on regarde un paysage, quel qu'il soit, c'est coupé en deux. On a d'un côté la terre et de l'autre le ciel. Et rapidement, ils ont compris que la vie venait d'une production du ciel et de la terre simultanée. Par exemple, la création de la vie sur Terre s'est faite avec le rayonnement solaire sur le phytoplancton qui a donné l'atmosphère. Eh bien, ils ont compris que l'homme est un produit aussi du ciel et de la terre. La terre nous donne un corps, une matérialité. En fait, on devrait plutôt dire nous prête un corps, puis ce corps, à la mort, on va le rendre à la terre. Et puis le ciel, lui, va illuminer ce corps avec un esprit, en nous donnant un esprit. Et pour la médecine chinoise, l'esprit est associé à de la lumière. Donc l'esprit, c'est quelque chose d'immatériel, qu'on ne voit pas, mais on en a tous un, on ne peut pas en douter. Si on n'avait pas un esprit, on ne serait pas là en train de discuter dans ce studio. Donc, notre mère, la terre, nous nourrit et nous donne un corps. Notre père, le ciel, nous donne un esprit et une inspiration. Mais ça suffit pas à faire un être humain. Donc il faut en plus avoir une énergie. Et cette énergie, elle va venir également du ciel et de la terre. Au même titre qu'un arbre capte l'énergie du ciel par ses feuilles et l'énergie de la terre par ses racines, un être humain va capter l'énergie du ciel par la respiration et l'énergie de la terre par l'alimentation. Et donc, cette énergie qui nous donne la vie va devoir circuler en nous. Et elle va circuler via des petits chemins, des petites voies de circulation que les Chinois appellent les méridiens. Et quand on voit les textes anciens de la médecine chinoise qui ont été écrits il y a 2500 ans, à l'époque de Platon et de Bouddha, eh bien, la circulation énergétique est décrite comme la circulation de l'eau dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a des petites sources qui donnent des petits ruisseaux, les ruisseaux donnent des rivières plus grandes, puis des fleuves. Eh bien, l'énergie en nous, c'est exactement pareil. Il y a des petits méridiens qui deviennent des méridiens plus gros, jusqu'à donner des fleuves qui traversent tout le corps. Donc, finalement, on voit que la description du fonctionnement de la vie par la médecine chinoise, c'est comme la description d'un paysage. Un corps humain, il y a des montagnes, il y a des forêts, il y a des cours d'eau. On dit d'ailleurs en médecine chinoise que le praticien devrait observer son patient comme un peintre observe sa toile.
Et à noter que chaque paysage est différent. Ça, on en reviendra peut-être plus tard. Donc les Chinois ont observé ça, et ils ont observé aussi que dans la nature, il y avait des cycles. Et que l'être humain avait en lui exactement les mêmes cycles. Par exemple, le cycle le plus visible, c'est le jour et la nuit, l'alternance du jour et de la nuit. Et en nous, ça correspond à l'alternance conscience, veille, sommeil. Sous l'influence solaire, que les Chinois ont appelé Yang, et sous l'influence lunaire, que les Chinois ont appelé Yin. Ils ont observé aussi que le fonctionnement de la nature variait en fonction des heures de la journée. Puisque vos auditeurs sont tous des grands amoureux de la nature, ils savent bien que la nature au réveil, à l'aube, n'est pas la même qu'à midi ou au crépuscule. Eh bien, il en va de même pour nos organes. C'est ce qu'on appelle, aussi bien en médecine chinoise qu'en médecine moderne, le cycle circadien. C'est-à-dire que le fonctionnement des organes change, comme dans la nature, au fil de l'évolution du temps, et c'est basé sur l'heure solaire. Par exemple, si vous vous réveillez à 3 heures du matin, qui correspond au début de l'heure du foie en été, eh bien, ça veut dire qu'il y a un excès d'énergie dans le foie qui vous réveille. Les Chinois ont ensuite observé le cycle des saisons. Alors des fois, quand on est en ville, quand on habite en ville, on s'aperçoit pas trop que les saisons, ça change. Mais ceux qui vivent dans la nature, ceux qui vivent de la nature, s'aperçoivent à quel point la nature se modifie au fil des saisons. Eh bien, le corps humain, c'est la même chose. On se rend bien compte qu'on n'a pas le même psychisme en automne qu'au printemps. On se rend bien compte que, au fil de l'année, on n'est pas tout à fait les mêmes. Mais la médecine chinoise a décrit ça avec une grande précision. Par exemple, suivant les saisons, il y a des organes qui sont plus fragiles. Les reins en hiver, le foie au printemps, le cœur en été et le poumon en automne. Et donc, ils ont mis en place toute une théorie qui explique le changement de fonctionnement des organes au fil de l'avancement des saisons. Donc, on voit qu'on est complètement en harmonie avec les cycles de la nature. Et puis, et c'est là que ça va le plus loin dans la similitude entre l'homme et la nature, c'est la fameuse théorie des 5 éléments, qu'on appelle aussi la théorie des 5 mouvements. En fait, les Chinois ont observé que dans la nature, il y a 5 éléments. Le bois, la terre, le feu, le métal, c'est-à-dire le minéral, et l'eau. Eh bien, nous avons en nous, dans notre corps, la représentation de ces 5 éléments, à travers 5 organes, 5 viscères, 5 sens, 5 tissus, etc. Tout ce qu'il y a dans le corps, tout ce qui constitue le corps humain, est classable à travers ces 5 éléments. Mais cette correspondance, par exemple, entre un organe et un élément n'est pas que symbolique ou artificielle, c'est une réalité physiologique et énergétique. Je prends un exemple très simple. L'élément bois, donc le végétal, l'arbre qui pousse, correspond en médecine chinoise à l'organe foie. Eh bien, quand on regarde, selon la médecine chinoise, comment fonctionne le foie, le rôle du foie, c'est de faire monter l'énergie et le sang jusqu'à la tête et de distribuer cette énergie et ce sang de façon centrifuge dans tout le corps. Eh bien, c'est exactement le fonctionnement d'un arbre qui fait monter la sève jusqu'en haut et qui distribue la sève jusqu'au bout des branches. Donc, le mouvement du foie et le mouvement de l'arbre sont les mêmes, c'est des mouvements ascendants et centrifuges. Et on pourrait prendre ça pour tous les organes. Donc, on a en nous une correspondance directe entre les éléments de la nature et les organes. Et ça va plus loin parce que les éléments dans la nature, et vous en avez parlé dans l'introduction, ont des relations entre eux. Comme vous avez dit, l'eau éteint le feu. Mais l'eau arrose le bois. Eh bien, ces relations qui entre les éléments dans la nature sont les mêmes que entre les organes entre eux, à l'intérieur de nous. Je prends un exemple simple. Si on prend l'élément eau, dont vous avez parlé, l'eau dans le corps humain, pour la médecine chinoise, ça représente les reins, ce qui est logique, la vessie, toute la sphère urogénitale. Eh bien, l'eau a un double rôle, un rôle d'arrosoir, parce que c'est lui qui arrose le bois pour que le végétal pousse, et aussi un rôle d'extincteur pour contrôler le feu, pour pas que le feu soit trop intense. Donc, le rôle d'arrosoir, les reins nourrissent le foie. Donc, si l'eau est insuffisante, si l'élément eau représenté en nous est insuffisant, c'est-à-dire que si l'énergie des reins est insuffisante, eh bien, le foie sera mal nourri. Et donc, le végétal sera mal arrosé. Donc, il va sécher. Et s'il sèche, il brûle facilement. Il va s'enflammer et ça donne l'irritabilité, ça donne les migraines, ça donne les réveils nocturnes, ça donne les pétages de câbles. Voilà. Et puis, l'eau, c'est aussi un extincteur. Donc, il va contrôler le feu. Et l'élément feu dans le corps, c'est le cœur, le sang, le système cardiovasculaire, mais aussi l'esprit. Donc, si l'énergie des reins est insuffisante, l'eau est insuffisante, eh bien, le cœur va s'emballer et l'esprit va s'emballer. Donc, ça donne toutes les pathologies cardiaques et ça donne aussi toutes les pathologies type Alzheimer, où il y a plus du tout de contrôle de l'esprit parce que l'eau des reins, le yin des reins, est insuffisant.
Donc voilà. Donc on voit que l'organisation des éléments au sein de la nature se représente totalement, d'une façon très précise, à l'intérieur du corps. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut utiliser les relations entre organes. On n'est pas obligé de soigner un organe, l'organe qui est en dysfonction. On peut soigner ceux qui sont en relation grâce à cette théorie. Et puis dernière chose, les Chinois ont observé la nature et ont vu que la nature avait des climats. La chaleur, le froid, le vent, l'humidité. Eh bien, nous, dans notre corps, on a aussi des climats internes, à l'image des climats externes. Et quand on pose un diagnostic en médecine chinoise, souvent on le pose en termes de climat, du type chaleur dans la vessie, chaleur, humidité dans les intestins, vent du foie, froid dans l'utérus, etc. Et par exemple, si on a trop d'humidité en nous, dans la nature, l'humidité va faire pousser les champignons. Eh bien, dans le corps humain, c'est exactement pareil. Si on a trop d'humidité, ça va faire pousser des mycoses, des polyposes, des champignons. Si dans la nature il y a chaleur, humidité, ça va donner une jungle équatoriale dans laquelle tous les animaux les plus vénéneux vont pulluler. Et bien dans le corps humain, c'est pareil. S'il y a trop de chaleur, trop d'humidité, on va être envahi de bactéries, de virus. Ils vont se régaler. La chaleur et l'humidité fait le nid à toutes les maladies, disent les Chinois. Vous avez parlé du vent. Alors dans la nature, il y a du vent. Eh bien, en médecine chinoise, on parle aussi de vent interne. Les vents internes en médecine chinoise, c'est quoi? C'est tous les symptômes de tremblement, de spasmes, de mouvements incontrôlés, de vertiges, de jambes sans repos, de démangeaisons, etc. C'est des mouvements, des vents internes. Eh bien, dans la nature, qu'est-ce qui peut provoquer du vent? Soit la forte chaleur, quand on a des ouragans, c'est dans des pays très très chauds. Eh bien, dans le corps humain, c'est pareil. S'il y a trop de chaleur, ça peut déclencher du vent et des tremblements. Il peut y avoir aussi dans la nature une accumulation d'énergie qui se passe, ça crée des surpressions, et puis les surpressions vont lâcher d'un coup, et ça va faire des tempêtes. Dans le corps, c'est exactement la même chose. Si on retient trop les émotions, par exemple, ça va accumuler de l'énergie dans le foie, créer une surpression qui va lâcher d'un coup, et on va avoir des vents internes sous forme de spasmes, d'épilepsie, de choses comme ça. Et le vent propage le feu. Prenons un dernier exemple, l'exemple d'une éruption cutanée. C'est du feu, c'est de la chaleur du sang qui sort par la peau. S'il y a du vent, eh bien, ça va la propager le long des méridiens et on va voir, comme dans la nature, le vent propage le feu et on va voir l'éruption cutanée se propager le long du corps. Donc, tout ça sont des exemples, on pourrait en citer bien d'autres, pour montrer qu'en fait, la médecine chinoise a été conçue en observant les lois de la nature et on explique aux patients l'explication des pathologies par les lois de la nature. Les lois de la nature, elles sont simples, elles n'ont pas bougé, vous l'avez dit en introduction, depuis la nuit des temps. Elles sont inévitables, elles sont immuables. Et donc, voilà. Merci Jean-Pierre, c'est passionnant. Et je vous propose de nous retrouver après cette pause musicale. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Ravi de donc vous retrouver pour cette émission. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Nouzil, qui est praticien en médecine chinoise et il vient de nous... Vraiment, c'était comme un conte, en tout cas pour ma part, de faire le parallèle entre la nature et la médecine chinoise. Alors, juste parce que quand même, la thématique de la chanson que vous avez choisie, Dionysos, le chêne, pourquoi cette chanson ? Bien, c'était déjà pour faire un lien avec la thématique de votre émission sur la nature, mais j'ai une affection particulière pour les chênes, qui est un arbre, dans beaucoup de traditions, c'est un arbre très important, pour les Celtes en particulier, et c'est vraiment un arbre que j'affectionne, et souvent quand je me retrouve dans la nature pour faire des méditations et tout, c'est souvent sous un chêne. Et j'ai des histoires particulières avec beaucoup de chênes à beaucoup d'endroits. D'accord, ouais, c'est un arbre magnifique, hein. C'est Absolument. Vrai que c'est ancré. Alors, là vous nous avez beaucoup... présenter le parallèle entre nature, médecine chinoise, mais de toute façon c'est un sujet qui est tellement vaste. Comment vous pourriez expliquer la médecine chinoise ? Et ma question n'est pas redondante, je tiens à préciser pour les auditeurs, parce que je sais que vous allez nous partager autre chose. Oui, alors la médecine chinoise, on pourrait la définir de plusieurs façons. Déjà, c'est une médecine énergétique. Alors peut-être que le terme énergétique, ça englobe beaucoup de choses. C'est un terme qui est souvent un peu galvaudé. L'énergie est partout, on l'utilise dans plein de définitions différentes. Dans le cadre de la médecine chinoise, c'est l'énergie de vie que les Chinois appellent le souffle, le qi, qui est l'énergie qui nous anime. Et finalement, cette énergie n'a que 3 sources. On en a vu 2 dans la première partie. C'est l'énergie qu'on fabrique, l'énergie acquise, qui nous vient d'une part du ciel par la respiration, d'une part de la terre par l'alimentation. Et il y a une 3e source, qui est une énergie dont on hérite à la naissance, qui est une énergie ancestrale, une énergie vitale de naissance, et qui va faire que décliner toute la vie.
jusqu'à la mort. Si l'énergie disparaît complètement, c'est la mort naturelle. Et donc, nous avons 3 sources, une source innée d'énergie et 2 sources de fabrication. Donc, plus on fabrique de l'énergie, moins on va taper dans nos réserves de l'énergie innée. Et plus on est dans le surmenage, plus on tape dans les réserves. Donc, dans la médecine chinoise, il y a aussi toute une partie d'économie de l'énergie de naissance, quoi, pour aller loin, pour prolonger la vie. Donc, c'est le terme énergétique, les 3 sources de l'énergie. Après, la médecine chinoise, c'est une médecine holistique, comme toutes les médecines anciennes, c'est-à-dire qu'il est impossible de découper l'homme en morceaux, puisque on l'a vu, tous les organes sont reliés entre eux. Il arrive, par exemple, qu'une pathologie se développe dans le poumon, mais elle a son origine dans l'estomac, dans le foie, au niveau de la rate. Donc, si on n'observe que le poumon, on pourra pas trouver la cause et on va passer à côté. Et il y a beaucoup de pathologies dont la manifestation est ailleurs que la cause. Donc on peut pas utiliser qu'une partie du corps. Et puis on peut pas scinder l'homme en deux entre son corps et son esprit. Les deux sont intimement reliés. L'esprit a une influence énorme sur le corps et inversement. Et donc séparer le corps et l'esprit, c'est déjà compliqué. Et puis il y a un concept que j'aime beaucoup dans la médecine chinoise, c'est le concept des 3 trésors, des Sanpao, qui dit qu'un homme, c'est trois trésors. C'est un corps, c'est un esprit et c'est une énergie de vie pour animer le corps, sous le contrôle de l'esprit. Eh bien, quand on a une pathologie, il faut intervenir au niveau des 3. On peut pas différencier les 3. Donc, sur le corps, par exemple, la meilleure médecine sur le corps, c'est la médecine occidentale, moderne, qui fait des choses formidables, qui peut changer des pièces, qui peut réparer. Mais ça n'intervient que sur un des 3 étages. Après, il va falloir intervenir aussi sur l'énergie, sur la circulation énergétique. Et là, il faut une médecine énergétique, et comme la médecine chinoise, entre autres. Et puis, il faut aussi intervenir sur l'esprit. Donc là, c'est plutôt les psychothérapies. Et sur les grosses pathologies, on est obligé d'intervenir aux 3 niveaux, aux 3 étages. Sinon, il va manquer quelque chose. Donc, je milite pour la convergence de toutes les médecines parce qu'on devrait tous aller dans le même sens. Ce sont des approches qui sont très complémentaires. Donc, le terme holistique, c'est aussi au niveau de ces 3 étages. La médecine chinoise est une médecine de responsabilisation. C'est-à-dire que la médecine chinoise considère que nous avons un potentiel d'auto-guérison total. Le corps est capable de tout guérir. Encore faut-il ne pas l'empêcher. Et faire preuve parfois de patience, ce qui en Occident est souvent compliqué. On prend souvent des médicaments pour aller vite. Alors que si on laissait faire le temps, si on laissait faire le corps par du repos, il saurait se guérir. Tout comme, je vous interromps, mais tout comme la nature, parce que la nature, elle est résiliente en fait. Et voilà, c'est une sorte d'homéostasie. C'est une sorte d'homéostasie. Elle va se rééquilibrer avec son environnement et ce qui va se passer, elle va retrouver cette ressource en elle. Exactement. Donc ça, c'est la base de la médecine chinoise. Et donc tout ce qui est fait en médecine chinoise n'a qu'un seul but, c'est aider le corps à s'auto-guérir. On va jamais dans le sens inverse de ce que le corps souhaite. Si on a une éruption cutanée, c'est que le corps souhaite dégager de la chaleur du sang. On va pas l'empêcher. On va surtout pas l'empêcher, on va pas la faire re-rentrer à l'intérieur, sinon on ne respecte pas la tentative d'auto-guérison du corps. Comme on dit, pas forcément tout de suite prendre un Doliprane dès qu'il y a quelque chose, il faut aussi trouver cette ressource de se rééquilibrer. Absolument, on trouve les mêmes raisonnements dans l'homéopathie. Donc c'est une approche de responsabilisation. Donc ce qui veut dire que les résultats que va avoir un patient quand il pratique la médecine chinoise vont être proportionnels à son investissement. Parce que comme c'est de l'auto-guérison, c'est lui, on va lui donner des outils, on va aider le corps, mais on va surtout l'impliquer dans la guérison par la façon de manger, par des plantes, par des choses, par des exercices, par des mouvements. Et donc, c'est le patient qui devient responsable de sa guérison. C'est pas une médecine d'assistance. C'est pas une médecine où on fournit des béquilles. Et ce qui veut dire que le résultat de la guérison sera proportionnel à l'investissement du patient. Et ça explique quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est que les meilleurs résultats, on les a sur les maladies super graves. Parce que plus la maladie est grave, plus le patient est motivé, il serait prêt à tout faire. Et il fait tout au pied de la lettre, ce qu'on lui propose, et là, il a des résultats fabuleux. Donc, c'est peut-être la limite de la médecine chinoise, c'est qu'on ne peut pas soigner quelqu'un à son insu. Si la personne n'est pas motivée, dans une médecine d'assistance, c'est possible. On prend un cacheton et c'est bon. Mais dans une médecine où c'est le patient et son corps qui vont faire le boulot, c'est plus compliqué. Mais en fait, je trouve que moi j'aime bien faire souvent le parallèle quand on parle de l'esprit justement, mais de faire le parallèle avec une maison. Une maison, si elle a des fissures et qu'on ne fait que la repeindre,
on va pas aller travailler sur les fondations parce que peut-être que les fissures proviennent des fondations. Et donc c'est bien beau de repeindre, donc c'est bien beau de donner juste un médicament, mais si on va pas chercher la cause de la fissure, on va pas aller soigner en profondeur, on va pas résoudre en profondeur le problème. Et on retrouve ce parallèle-là parce que c'est vrai que si on prend juste un cachet, après ils sont importants vraiment aussi c'est super important, mais pour certaines autres choses en tout cas il y a besoin d'aller chercher en profondeur ce que c'est dans nos propres ressources. Et j'aime bien donner cette image de l'arbre. On dit un arbre il peut pas se défendre, et alors qu'il est attaqué par des animaux, par les intempéries, il faut qu'il trouve la ressource en lui. Un arbre il est immobile et il ne peut pas fuir ses problèmes. Et finalement, on retrouve la même chose en nous. Absolument. Et ce que vous venez d'évoquer fait la transition directement avec le point suivant que je voulais aborder, c'est que la médecine chinoise, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer, est une médecine non symptomatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'évacuer le symptôme, de traiter le symptôme, on va s'intéresser à la cause. Je prenais par exemple tout à l'heure l'exemple, s'il y avait trop d'humidité dans le corps, ça donne des champignons. Donc si quelqu'un vient avec des mycoses ou des polypes, on va pas s'occuper des mycoses et des polypes, parce que c'est pas le problème. Si on enlève une mycose et qu'on laisse l'humidité, le mycose va revenir. Le vrai problème de fond, la vraie cause, c'est l'humidité. Donc on va traiter l'humidité. Et s'il y a plus d'humidité, il y aura plus de champignons. Donc ça, c'est la différence entre le symptôme et la cause profonde. Un autre exemple qui est très fréquent, c'est l'infection urinaire. L'infection urinaire, la cause, ça va être la bactérie. Mais si on tue une bactérie et qu'on laisse de la chaleur dans la vessie, parce que le vrai problème c'est la chaleur dans la vessie qui favorise la pénétration de la bactérie, eh bien, on règle pas le problème. C'est-à-dire, tant qu'il y a de la chaleur, d'autres bactéries vont revenir. Et on voit souvent des patientes qui ont des infections urinaires tous les mois, répétitives, chroniques, parce que tant qu'il y aura la chaleur, il y aura d'autres bactéries. Et le problème, c'est pas la bactérie, c'est la chaleur. C'est pareil pour l'hépatite, c'est pareil pour tout ce qui est infectieux. Donc c'est le symptôme contre le terrain. Il y a une image qu'on utilise, c'est que couper le symptôme, ça reviendrait à l'idée, on roule en voiture, il y a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord, on coupe le fil du voyant, on débranche l'ampoule et on n'a plus le symptôme. Mais la cause n'est pas, et on peut tomber en panne. Vous voyez ? Donc vraiment, c'est une médecine non symptomatique. On va chercher le terrain. Le lien, en fait, par exemple, quand vous parlez d'infection urinaire avec trop de chaleur, la chaleur, elle peut être liée à différentes choses. Oui. Et si on va dans le côté de l'esprit, enfin plus thérapeutiquement parlant, enfin psychothérapeutiquement parlant, la chaleur, la colère engendre de la chaleur. Bien sûr. La contrariété engendre de la chaleur, la peur. C'est surtout le refoulement de la colère qui entraîne de la chaleur. De la colère. D'accord. Si on retient une colère, on chauffe. Si on la libère, on chauffe moins. Non, mais vous avez raison, c'est très important parce que par exemple, beaucoup de femmes ont des infections urinaires quand elles sont contrariées. Les bactéries sont pas plus agressives ou plus présentes quand la femme est contrariée. Par contre, le fait d'être contrarié et de refouler, ça va créer une chaleur dans le foie. Et comme le méridien du foie traverse la vessie, eh bien, ça va emmener cette chaleur dans la vessie et favoriser la pénétration de la bactérie. Et donc, le vrai problème, c'est vraiment la chaleur. Et effectivement, comme vous l'avez dit, alors la chaleur peut avoir plein d'origines. Elle peut être émotionnelle, comme cet exemple. Elle peut être alimentaire. Elle peut être ce qu'on appelle les feux toxiques, dus à certains médicaments, certaines molécules, certains vaccins, etc. Donc, en fait, c'est important d'aller aussi, si on va traiter tout ça, c'est de soi-même aussi, de porter notre attention sur, qu'est-ce qui aurait pu déclencher, la chaleur. Ça va être le travail principal. Voilà. Quand il y a un symptôme, quand il y a un déséquilibre, quand il y a une pathologie, le travail principal, c'est de trouver toute la chaîne de causalité. Parce qu'il va falloir remonter le plus en amont possible pour pouvoir couper ce mécanisme pathogène. Et ça prend du temps. D'ailleurs, quand je fais des séances au cabinet, la première séance dure 2 heures parce que c'est un travail d'enquête, c'est un travail d'investigation et ça prend un temps fou. On peut pas le faire en 5 minutes. Rien que les questions, le questionnement, le questionnaire, ça prend presque 1 heure. Si on veut vraiment comprendre l'origine, des fois l'origine elle est 40 ans en avance, avant la manifestation finale. Donc, et puis il y a un autre aspect qui est un peu relié d'une certaine façon, c'est que la médecine chinoise n'est pas une médecine systématique, c'est-à-dire que la solution n'est pas toujours la même pour une même pathologie. Par exemple, en Occident, si on a une céphalée, on va prendre du paracétamol. Si on a une dépression, on va prendre des antidépresseurs. C'est-à-dire qu'il y a une pathologie égale une solution. En médecine chinoise, pas du tout. Parce qu'on considère que tous les êtres sont pas faits du même bois, chacun est différent, les paysages sont différents. Et du coup, quelqu'un qui a par exemple une dépression, il peut y avoir une dizaine de causes différentes
qui amènent la dépression. Mais chaque cause ne va pas du tout se traiter de la même façon. Ça sera pas les mêmes conseils alimentaires, ça sera pas les mêmes plantes qu'on va utiliser. Donc, tant qu'on n'a pas déterminé le syndrome ou la cause d'une maladie, d'une pathologie, on peut pas avoir de solution. Il n'y a pas de solution unique pour les migraines. Il y a 20 solutions différentes pour les migraines, fonction de la cause. Très bien. Écoutez, Jean-Pierre, je vous remercie beaucoup. C'est passionnant. Je suis sûre que vous avez encore plein de choses à nous raconter. Et justement, vous animez des stages et des conférences. Quand sont vos prochains stages ou conférences? Alors, en général, il y a des cycles au printemps et en automne. Donc là, on arrive sur l'automne et donc ça sera tout bientôt. Pour l'instant, j'ai pas encore les dates. Il faut que je vois avec les salles. Donc, elles sont publiées prochainement. Je pense dans une dizaine de jours, elles seront publiées sur mon site. Et en fait, les conférences, ça sera sans doute en octobre, fin octobre. D'accord. Et votre site? Quel est-il? amtao.fr. amtao.fr. Très bien. Écoutez, Jean-Pierre, ravi. Merci beaucoup de tout votre partage. Merci à vous, c'était très agréable. Eh bien, chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. À très bientôt et très belle journée à vous. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.